Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue d'actu et revue de marché. Pour le marché, on va faire ça rapidement. On va pas aller voir de graphique aujourd'hui, tout simplement parce qu'on va faire la revue hebdo demain. Donc on verra ça ensemble en vue semaine. Aujourd'hui, du coup, pas grand chose à dire, hein. Bitcoin 30 200, Ethereum un peu en dessous de 1009. Voilà, ça va tranquillement, on le voit les variations. Bah, sur un jour, c'est 0%, là c'est 0,3. Franchement, peu de choses à dire. Je vous ai parlé hier un peu de Epcoin. Bon, il a un peu repris depuis. Moi, j'attends toujours qu'il aille beaucoup plus bas. Les autres, pour le moment, ne m'intéressent pas plus que ça. Matic, je surveille toujours avec intérêt. Bon, il est à 68, 70 centimes. Moi, j'aimerais qu'il aille un peu plus bas aussi. Donc, vous l'aurez compris, hein, pour acheter, j'attends que ça baisse. On reparle de tout ça demain dans la vidéo en détail. Et on va aller faire un peu les news. On a pas mal d'éléments en Amérique. Je vous avais parlé hier du coup de Kraken. J'avais fait une vidéo déjà en tout début de semaine où il y avait des grosses questions sur le fait que Kraken devait collaborer avec les entités étatiques et transmettre des données. Eh bien, ça va un peu plus loin. Le FBI qui a perquisitionné du coup le domicile d'un des cofondateurs de Kraken, il s'appelle monsieur Jess Powell. Affaire de l'ordre du fait divers en fait. Donc Jess Powell a été perquisitionné en mars dernier. Donc en mars, c'était en fait il y a 4 mois dans le cadre d'une enquête criminelle pour le piratage d'une organisation à but non lucratif. Donc pour moi, c'est pas vraiment lié avec Kraken, en tout cas la plateforme d'échange, d'une façon directe. Donc l'enquête a débuté en septembre 2022, donc au final on comprend que si le titre est un peu aguicheur, un peu flippant, en fait c'est des éléments qui datent un peu, hein, qui datent d'il y a, vous le voyez, presque un an maintenant. Donc je pense que c'est pas trop embêtant pour Kraken, hein. On nous dit de son côté, Kraken confirme que cette affaire reste hors du cadre des cryptos, voilà, c'est bien ça. Donc c'est un, c'est un gros titre, mais au final, il devrait pas avoir trop d'impact pour nous. Au niveau de l'ETF Spot Bitcoin, hein, le fameux, celui de BlackRock et des autres, celui qui devrait un petit peu apporter de nouveautés quant aux investisseurs institutionnels, eh bien apparemment JP Morgan, donc une des principales banques américaines, nous dit que son approbation n'est pas si importante. C'est-à-dire, on nous dit l'approbation d'un ETF Spot ne devrait pas changer la donne. Le rapport du coup de JP Morgan sur la crypto nous dit que ça ne devrait pas être tant impactant parce que les ETF adossés à des BTC ont été approuvés ailleurs. Il nous dit que les ETF spot de Bitcoin existent depuis un certain temps en dehors des États-Unis, au Canada et en Europe. Les fonds Bitcoin dans leur ensemble, y compris les fonds basés sur les contrats à terme futurs et les fonds adossés physiquement, ont suscité peu d'intérêt de la part des investisseurs depuis 2021 et ils n'ont pas non plus spécialement profité des sorties d'investisseurs des ETF sur l'or au cours de l'année écoulée. Concrètement, il nous dit ça existe déjà, c'est pas fou, et les gens qui ont de l'or, ils cherchent pas spécialement à avoir du Bitcoin à la place. Bon. Des fonds basés sur de vrais BTC aideraient à la liquidité du marché, oui, moi il me semble, hein. Et du coup, les ETF spot de Bitcoin sont plus susceptibles que les ETF futurs de refléter l'offre et la demande en temps réel. Oui, il me semble. Et leur approbation aux États-Unis apporterait plus de liquidité tout en améliorant la transparence du prix sur les marchés de Bitcoin au comptant. C'est vrai que ça c'est cool, mais que c'est pas ça, c'est pas ces éléments-là qui vont faire que les gens vont avoir envie d'en acheter. Alors moi je suis pas forcément d'accord avec ce qui est dit ici. Parce que les ETF spot, au final, on en a assez peu entendu parler. Il n'y en a pas en Amérique, alors que ce sont là qu'il y a les plus gros capitaux, et que globalement, la culture d'investissement américaine est plus orientée risque que la culture européenne. Et donc, à mon avis, ça peut avoir du bon. Mais voilà, on a JP Morgan qui nous dit, ouais les gars, ça va pas être si fou que ça. À suivre avec intérêt. En tout cas, Grayscale, lui, n'est pas tout à fait d'accord. Donc évidemment, Grayscale, c'est logique, hein, ils sont largement basés sur Bitcoin et ils nous disent, ce n'est pas une mode passagère. Donc, ils sont aussi dans ce qui est fonds d'investissement, bien évidemment, hein, puisque c'est Grayscale Investment. Donc, eux, je pense qu'ils suivent avec intérêt justement ces ETF. Et globalement, eux, ils voient ça d'une façon tout à fait différente. Et ils le voient au niveau de leurs chiffres. C'est-à-dire qu'ici, on a en fait pourcentage de décote du GBTC par rapport au prix spot de Bitcoin. Et vous le voyez là depuis juin, c'est clairement pas la même chose. Ils sont passés d'un espèce de moins 43% à moins 28%. Donc là, il y a une grosse différence pour eux. Ça leur a fait énormément de bien, les demandes d'ETF spot, hein. Ça a clairement permis au cours en fait, du GBTC de remonter énormément et de pas encore recoller au cours de Bitcoin, hein, parce qu'il faudrait que ce soit zéro. Mais voilà, vous voyez qu'on s'en rapproche énormément. On est au plus haut sur un an. Donc
c'est pas du tout négligeable. Pour eux, c'est clairement une autre histoire. Et donc, ils attendent avec grand intérêt les ETF spot. Et évidemment, j'espère pour eux que ça va marcher parce que sinon, le cours risque de rebaisser hein, si l'ETF n'est pas validé. Donc, vous voyez, il y aura quand même des impacts différents qu'on pouvait ne pas avoir anticipé en amont. La SEC qui continue du coup sa croisade contre les plateformes crypto, et là ça va être avec Barnbridge. Alors il est probable que vous ne connaissiez pas trop Barnbridge, c'est une plateforme un peu particulière qui propose des swaps de taux. En gros, certains protocoles, par exemple AAVE, et il y a par exemple Compound aussi dans leurs clients, en tout cas partenaires, proposent des rendements à taux variables. Ça vous le connaissez, hein, vous faites du stacking et vous avez des taux qui sont variables. Ça c'est une chose. Le truc c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent des taux fixes. Ils peuvent accepter des taux plus bas, mais fixes. Et donc il y a des plateformes qui sont spécialisées dans ce genre de service, c'est-à-dire qu'en fait, vous leur confiez de l'argent, ils vous garantissent un taux fixe et eux investissent sur du taux variable. Donc, ils vous donnent des garanties sur vos investissements. C'est ça un peu l'idée. Eh bien, la SEC leur a clairement tiré dessus, à tel point que vraisemblablement l'activité va devoir s'arrêter. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Suite à l'annonce de la SEC, le cours donc, du token bond a chuté 10%. Ça, c'est la première chose, c'est pas très très grave. Le problème, c'est que les pools de liquidités existantes devraient être fermées et que le travail lié à Barnbridge devrait cesser au vu de ce que la SEC a mis en avant. Donc c'est assez violent. Ça veut dire encore une plateforme qui va s'arrêter concrètement. C'est quand même très mauvais, hein, on va pas se mentir, malgré la hausse qu'on peut observer ici depuis janvier, depuis décembre. En gros, on a eu 6 mois plutôt positifs pour le marché. D'un point de vue de la réalité économique et de la réalité des entreprises, c'est quand même pas fou. Hein. Là, ça commence à faire beaucoup d'entreprises qui prennent. Hein. Donc là, manifestement, il y a des gros questionnements de la SEC quant aux activités de la DAO de Barnbridge. Voilà, c'est quand même pas fou, donc il faut quand même illustrer ça. On continue en Amérique avec le FMI qui explore des options pour taxer la crypto, mais qui apparemment rencontre des petits soucis. Donc c'est quand même intéressant de savoir que déjà, s'ils veulent taxer la crypto, c'est bien que vraisemblablement, on va vers une adoption plus importante. Hein, on va pas taxer un truc qui n'existe plus. Donc, vraisemblablement, les ETF, à un moment ou à un autre, vont fonctionner et que ça va peut-être attirer du monde. Hein. En tout cas, c'est ce que je comprends ici. Donc, on nous dit un paysage complexe, effectivement. Le FMI est conscient de l'essor des cryptos dans le secteur financier actuel. Il veut du coup concentrer ses efforts sur une CBDC qui constituerait une alternative compétitive aux cryptos. Donc là, on parle d'alternative, on ne parle pas de remplacement afin de préserver la position FMI. C'est-à-dire que concrètement, ils veulent contrôler une partie de ce qui se passe. Et donc le FMI a publié un document mettant en évidence certains défis qu'il rencontre quant à la taxation des cryptos. Et on dit l'un des principaux obstacles, c'est le manque de consensus sur la meilleure approche pour taxer ces actifs. Concrètement, le marché n'est pas très mature, il existe depuis pas très longtemps, et on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre pour être efficace et avoir un système qui soit pertinent en termes de taxation. Donc on nous dit, les systèmes fiscaux existants n'ont pas été conçus pour tenir compte de ce genre de technologie, et ça rend tout ça très très complexe. Donc il faut comprendre aussi que le FMI, voilà, ils sont habitués au système traditionnel qui existe depuis 150 ans et qui fonctionne avec des incrémentations assez lentes, qui s'adaptent aux crises. Donc globalement, on a d'abord une crise, par exemple en 2008, puis on a eu plus de réglementation, etc. etc. Et bah là, en fait, ils savent pas trop comment s'y prendre. Hein. C'est un peu ça leur problématique. Il y a plein de fonctionnements différents, il y a plein de projets différents, et c'est du coup pas évident. Sega qui fait marche arrière sur le gaming, blockchain et tout ce qui play to earn, ils disent que c'est ennuyeux. Ça c'est pas fou quand même, hein, parce que Sega c'est quand même une très très grosse entreprise. Donc apparemment ils prennent leur distance avec tout ce qui est play to earn. Alors est-ce que c'est juste dû aux conditions de marché qui sont plutôt mauvaises actuellement, bien market hein, j'entends, ou est-ce que effectivement ils considèrent que c'est pas terrible finalement. Donc c'est aussi lié à la direction. Donc apparemment là c'est un gars qui est pas trop en faveur du Web3. Donc il a fait part de sa décision à Bloomberg News et cette dernière vient de constater avec le lancement du mainnet d'Oasis au mois de décembre dernier une blockchain dédiée au Web3 portée par Sega. Donc c'est vrai que c'est assez curieux quand même. Et pourtant, l'essor rencontré par les play to earn tel qu'Axis s'est rapidement estompé. Ben oui, c'est ça en fait. Le problème c'est le positionnement et
les conditions de marché qui font que, ah oui, les gens étaient là pour gagner de l'argent, ils n'étaient pas tellement là pour le jeu, et du coup, ça parle peut-être moins à un acteur comme Sega. Concrètement, le marché n'est pas encore assez mature pour ces grosses entreprises, apparemment. En tout cas, il nous dit Sega devrait toutefois continuer à faire usage des tokens non fongibles, donc les NFT, pour certains titres. On continue avec Circle, qui continue à construire, lui, de son côté, avec du coup une plateforme de portefeuille crypto. Donc c'est spécialement pour les développeurs et pour créer en fait des services d'intégration des portefeuilles Web3 au sein de certaines applications. Donc nous, on n'en verra pas l'utilité tout de suite, mais c'est bon à savoir, hein. Circle, c'est l'entreprise derrière USDC. Donc on rappelle, USDC, un des plus gros stablecoins, et qui devrait certainement servir de support pour les MNBC américaines, ou en tout cas d'éléments de construction. Donc c'est intéressant de voir comment ils se développent, de voir ce qu'ils font. Donc on garde en tête, voilà, ils sont en train de travailler sur des plateformes de portefeuille, hein. Ce sera certainement associé à leur service à un moment ou à un autre. Et maintenant, du coup, la news un peu rocambolesque, Bitcoin à 760 000 $ en 2025. Un grand merci à l'IA selon Arthur Ace. Ok, pourquoi? On nous dit quand Bitcoin et IA font bon ménage. Donc c'est vrai qu'on en parlait déjà hier, mais c'est pour d'autres éléments. Et donc Arthur Hayes, un ancien PDG de BitMEX et actuel gestionnaire du bureau familial Maelstrom, affirme que Bitcoin est la monnaie idéale pour l'intelligence artificielle. Donc il soutient que les caractéristiques numériques anti-censure et décentralisées de Bitcoin correspondent aux futures économies de l'IA. Bon ça franchement c'est à voir parce que c'est clairement pas dans cette direction que le FMI a envie d'aller, hein, vous l'aurez compris, on a des gens qui sont pas d'accord. Et donc il nous disait l'IA pourrait propulser Bitcoin à des prix donc complètement astronomiques, hein, sachant qu'on est à 30 000 actuellement, je ne sais pas si vous voyez, on parle quand même de fois 25 dans ces eaux-là, entre fois 25 et fois 30. Bon, ce serait super, hein, vu que nous on en a un peu, mais on n'en est peut-être pas là. En tout cas, il nous dit Bitcoin et l'IA, deux révolutions qui sont complémentaires. Donc c'est vrai qu'on a vu les premières étapes, hein, les premiers liens qui pourraient être faits, notamment avec le Lightning Network, on en parlait hier. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Il peut y avoir des synergies, c'est pas impossible. Et bah, écoutez, ce serait cool. Donc évidemment, on met en avant le fait que Bitcoin, il a une certaine rareté, que il est résistant à la censure, que contrairement à l'or, c'est pas possible d'aller en miner plus, il y en aura 21 millions, et c'est tout, hein, d'où la rareté. Et donc, BTC serait la monnaie de l'IA selon Monsieur Ace. Alors franchement, moi je prends ça avec des pincettes, j'en sais rien, mais c'est toujours bien de temps en temps d'avoir un petit article un peu folklore, un peu positif, qui nous redonne un petit peu foi en toute la beauté des cryptos et du Bitcoin, parce que c'est vrai que toutes les news qu'on a là, bon, elles sont quand même un peu moins joviales, bien que beaucoup plus terre à terre, évidemment. Et donc il voit une convergence entre la volonté d'échapper à l'inflation du système fiduciaire et le désir de participer à l'évolution humaine et informatique. Et donc cette convergence serait observable avec la nouvelle attirance de BlackRock et de ses pairs pour les ETF Bitcoin. Alors moi je suis pas sûr qu'il y ait vraiment le lien, mais pourquoi pas. Et donc ça pourrait conduire à une surévaluation de la croissance de Bitcoin. Donc on parle quand même d'une surévaluation. Donc peut-être qu'on va toucher les, je sais pas combien, 800 000 là, qui nous a annoncé 760 000, mais que ce serait surévalué. Donc vraisemblablement ça va faire un pic et ça va redescendre, hein. C'est ça qui va se passer si jamais ça devait arriver. Je trouve que c'est quand même sympa d'y penser. Et donc il nous dit que ça propulsera la valeur à des niveaux extraordinaires, effectivement. Selon le modèle prédictif de Ace, l'économie de l'IA pourrait présenter 5 à 50% du PIB mondial d'ici 2025-2026. Je sais pas si vous voyez, hein, 2025 c'est quand même, c'est demain, hein, c'est dans 2 ans. Ça me paraît très optimiste, hein, 50% du PIB mondial. Dans 10-15 ans, je veux bien, monsieur Ace. D'ici 2 ou 3, ça me paraît optimiste. Mais à suivre. Ainsi, du coup, en se basant sur divers calculs dont on n'a absolument pas le détail, donc on ne peut pas vérifier, monsieur Ace, tout au long de son article, suivi dans les prochaines semaines de 2 autres opus, donc il y aura 3 articles, développe son calcul. Autant pour moi, apparemment, on peut aller voir le calcul pour en venir à cette prédiction surprenante. Ce que je vous propose, c'est qu'à un moment, je vais aller regarder ça quand il y aura les 3 articles, et on en reparlera peut-être plus en détail. Tout en évoquant les probas que cela ne se produise pas. D'accord. Donc il nous affirme que l'avenir de l'IA et de Bitcoin sont incertains, mais il prévoit de profiter des opportunités qu'ils offrent. Et là, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais concrètement, on sent qu'il peut se passer des choses. Si on est encore ici en été 2023, c'est qu'on y croit un peu, et donc on va profiter des opportunités. Là, je pense que le message est bon, et rien que pour ça, ça méritait qu'on regarde l'article. Allez, on continue avec deux news.
Le mercredi est-il le jour le plus profitable pour Bitcoin? Ça, je trouve que c'est quand même intéressant de jeter un œil. C'est de regarder historiquement les journées avec de la volatilité, les journées avec les jours les plus hauts. Donc, dans le cadre d'un DCA, vous voyez, là c'est en daily, donc c'est pas forcément pertinent, mais si vous faites un DCA toutes les semaines ou tous les mois par exemple, c'est intéressant de regarder est-ce que c'est la première semaine, ou la deuxième semaine, ou la troisième semaine qui en moyenne est au plus bas sur le mois, ou sur l'année, ou sur, j'en sais rien, la demi-décennie. Mais c'est bien d'avoir ce genre d'informations-là, parce que du coup vous pouvez caler votre DCA sur cette journée-là. Ça veut dire qu'en moyenne, si on se base sur les infos passées, bah, vous paierez peut-être un petit peu moins cher et donc vous aurez un DCA qui sera peut-être un petit peu plus pertinent. Donc moi, si à un moment ou à un autre, je me mets dans un DCA Bitcoin, chose que j'avais pensé il y a déjà quelques temps, mais là, je trouve un peu trop élevé, j'irai regarder ce genre d'éléments et bah, évidemment, je vous partagerai le résultat de mes recherches. Par contre, en daily, bon, je sais pas si c'est super, super pertinent. Mais du coup, si vous faites un DCA, bah, en gros, achetez le jeudi, quoi. Mettez un ordre. Si vous achetez du Bitcoin une fois par semaine, bah, c'est une bonne idée de se dire j'en achète tous les jeudis. Voilà. Ce ne sera pas une différence incroyable, mais on dirait bien que en moyenne sur 5 ans, c'est mieux. Donc voilà, ce serait la petite donnée, pourquoi pas, sympathique. Et enfin, dernière news, pas du tout négligeable, Israël, du coup, qui envisage une loi pour exonérer les étrangers de taxes sur les crypto. Alors c'est pas tout à fait une exonération, on va voir. On nous parle en fait plutôt d'une réduction assez importante. Il parle ici, vous voyez, d'une prime qui passerait de 50 à 25%. L'idée, c'est bien évidemment d'attirer les capitaux étrangers, d'attirer les investisseurs étrangers. Mais c'est du bon, en fait. C'est quand même la deuxième fois en une semaine qu'on a des pays qui revoient leur taxation, leur réglementation de façon positive pour attirer les projets crypto, pour attirer les potentiels investisseurs étrangers. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc la dernière fois, c'était un pays tout à fait différent. Et là, bah, écoutez, je trouve que c'est intéressant de le mentionner aussi. Donc voilà, ayez ça en tête. Vraisemblablement, c'est en train de bouger un petit peu dans l'état d'esprit des gens, des institutions. Et on va peut-être vers une période qui pourrait être intéressante à l'avenir pour les investisseurs. Parce que pour le moment, effectivement, on se fait taxer fortement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour la vidéo hebdomadaire de revue du portefeuille.